Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Un nouveau rendez-vous de l'émission Le Grand Débat. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un jeune député. Il est très jeune. Il est mon homonyme parfait, Ismaël Bachir Ouedraogo. Bienvenue sur le plateau de Burkina Info. Bonjour. Merci, bonjour. Bienvenue donc, je le disais tantôt. Comment ont été les premiers pas à l'Assemblée nationale en tant que jeune député? Bon, les premiers pas à l'Assemblée, je dirais que on est un peu en train de se retrouver. On se demande, mais est-ce que c'est vrai? Parce qu'il y a peut-être 5 ou 10 ans de cela, on regardait les anciens à l'Assemblée, on avait de l'admiration pour eux. Et aujourd'hui, on se retrouve donc au milieu de l'action. On est vraiment, on rend grâce à Dieu et on essaie d'être à la hauteur. On essaie en tout cas de faire de telle sorte que ceux qui ont placé leur confiance en nous ne soient pas déçus. Donc, on essaie vraiment d'être très prudent dans notre façon de faire et on essaie un peu de mettre la barre assez haute pour être à la hauteur donc, de ceux qui nous ont placés là-bas. Alors, voilà, on vous a placé, vous l'avez si bien dit, ça veut dire quoi? Il n'y a pas eu assez d'efforts pour arriver à l'Assemblée nationale? Mais c'est le peuple qui nous a mis là-bas. Ça veut dire que quand je dis pour avoir la caution du peuple, il fallait d'abord passer par votre parti qui est le MPP aujourd'hui. Bien sûr. Ça veut dire qu'au niveau du MPP, il a fallu faire un plaidoyer pour en arriver là. Que je tiens à remercier parce que c'est la première fois que nous voyons une assemblée aussi jeune. Si vous remarquez à l'Assemblée nationale, quand on fait les statistiques, il y a eu un changement à près de 95%. Et le MPP, qui est le parti majoritaire à l'Assemblée, il a contribué pour beaucoup. Je tiens en tout cas à remercier le parti qui a fait un effort dans le rajeunissement donc, de la classe politique au niveau donc, du MPP et qui a permis à ce que des jeunes puissent être à l'Assemblée. Et donc je pense que ça commence déjà par le parti d'abord. Oui, est-ce que vous jeunes, vous n'avez pas été peut-être à la dernière minute un complément d'effectifs pour satisfaire ces jeunes qui sont sortis pour la révolution d'octobre 2014? Je vous fais une confidence. Il y a quelques années, on n'aurait pas cru qu'un jeune comme moi pourrait être responsabilisé comme directeur de campagne dans une province comme le San Matenga. Le MPP m'a responsabilisé comme directeur de campagne dans la province du San Matenga, qui est chef-lieu de région, avec 4 députés. Et donc, c'est pour dire que ça n'a pas été... c'est pas juste qu'on a mis des jeunes comme ça pour compléter une liste. C'est que le parti a cru en la jeunesse. Le parti a cru qu'en mettant un jeune comme directeur de campagne, c'est un signal fort. Et c'est le seul parti, et ça je le dis sans broncher, c'est le seul parti qui a eu le courage de responsabiliser un jeune comme moi, hein, comme tête de liste dans un chef-lieu de région. Aucun autre parti n'a fait cet effort-là. Donc c'est pour vous dire qu'au niveau du MPP, ce qu'ils ont fait, ce n'est pas seulement de la poudre aux yeux donc, de l'électorat ou bien du monde, mais c'est pour dire qu'ils croient vraiment réellement en la jeunesse. Voilà pourquoi ils ont pris le risque de responsabiliser un jeune et je tiens à le dire haut et fort. Ça a été vraiment un risque et nous avons été donc à la hauteur, je peux dire oui. Pas, mais j'espère qu'ils sont satisfaits du travail que nous avons eu donc à mener sur le terrain. Et donc nous avons fait les efforts nécessaires pour permettre à ce que notre parti puisse engranger le meilleur score là-bas pour arriver en tête donc, au niveau des présidentielles et des législatives. Alors Salif Diallo l'a clairement dit, cette Assemblée nationale, il ne faut jamais l'oublier, vous venez de très loin, ça veut dire que vous êtes une Assemblée issue de l'insurrection, vous avez des obligations de résultats vis-à-vis du peuple. Est-ce que c'est ce qui justifie en partie la baisse du salaire auquel vous avez souscrit du reste? Je pense que nous sommes dans un pays où, quand vous prenez par exemple le SMIC, c'est assez parlant. Et nous sommes les représentants du peuple. Et nous venons donc d'arriver, et vous savez que les caisses sont vides. Chacun doit faire des efforts, à tous les niveaux. Les caisses sont vides, mais ça me permet de vous poser une question de relance là. Est-ce que depuis que vous avez commencé, vous êtes régulièrement payé à l'Assemblée? À l'Assemblée, je pense que nous sommes régulièrement payés. Donc les caisses sont vides, ça ne s'applique pas aux députés? Mais écoutez, quand on dit que les caisses sont vides, ça ne veut pas dire qu'on est venu trouver 0 francs. Mais le président Roch Marc-Christian Kaboré a dit que les membres du gouvernement n'avaient pas de salaire. Il l'a dit, ils ont fait plus de 3 mois sans salaire. Mais parce que le salaire pour le gouvernement devait être voté à l'Assemblée d'abord. Parce qu'il faut respecter les textes. Donc le gouvernement a fait les efforts, mais aussi il faut savoir aussi qu'en fonction des textes, là, il fallait que nous on vote aussi la loi rectificative pour permettre à ce que les membres du gouvernement puissent avoir accès à leur salaire. Donc, les caisses étaient vides, mais les fonctionnaires étaient payés. Vous comprenez? On le dit toujours, les caisses sont vides, mais les fonctionnaires sont payés. Mais l'État fonctionne. L'État ne fonctionne pas à 0 francs.
Donc c'est pour vous dire qu'on est venu trouver une situation catastrophique. Ça, il faut le reconnaître, c'est la vérité. Maintenant, il faut que chacun puisse faire des efforts. Et ça commence aussi par les députés qui représentent le peuple. Donc je pense qu'il fallait faire ce signal-là. Ce signal-là devait être fait depuis longtemps. La transition aurait dû nous faire cet effort-là, de donner vraiment le là, en mettant vraiment la barre très haute, pour que tous ceux qui vont suivre là puissent avoir vraiment un bon comportement par rapport à ça. Vous le dites si bien, la transition, les députés de la transition n'avaient pas autant d'argent que vous, parce que vous êtes à 900 000 et quelques, alors que les députés de la transition gagnaient moins que ça. Les députés de la transition, ils n'ont pas été élus. Les députés de la transition, ils sont venus comme ça. C'est de trouver dans une salle et on a choisi déjà. Personne n'a été élu là-bas. Il faut reconnaître qu'un député de la transition est un député qui a été élu par exemple 30 000 personnes ou 28 000 personnes. Ce n'est pas la même chose. Il y a des députés de la transition qui étaient à Ouaga tout le temps. Ils ne sont même pas allés au village. Mais nous, on ne peut pas faire ça. Chaque week-end, chaque fois qu'on a un bout de temps, il faut remonter au village. Il faut aller voir les militants. Et ça demande des moyens pour aller sur le terrain. Donc, on ne peut pas comparer un député de la transition. Mais la différence même entre un député de la transition et nous, c'était pas comme ça. Et vous savez que... Quand vous dites clairement qu'il faut répartir régulièrement au niveau de la base, est-ce à dire que les moyens qu'on vous donne aujourd'hui, ça sert pour désintéresser les militants que vous rencontrez quotidiennement? Pas pour désintéresser les militants, mais quand tu arrives au village et que quelqu'un a un problème, même quand tu travailles, nous tous nous savons, nous tous qui sommes à Ouaga ici, quand tu repars au village et que les gens sont dans des situations, tu es obligé de faire quelque chose. Tu ne peux pas aller au village, trouver que quelqu'un est malade, et puis tu vas être centré comme ça, et puis tu repars les blas blancs, la main dans les poches. 80% du salaire finit par rentrer dans les... C'est clair, c'est du social. Ah oui, un député, c'est social. Tu fais du social. Oui, tu arrives dans le village, tu arrives dans la province, les gens ont des difficultés, ils viennent te voir. On est en Afrique. Tu ne peux pas fermer ta porte à qui que ce soit. Même si tu n'es pas député, si quelqu'un vient chez toi, il a un problème, il vient t'expliquer, ton voisin. C'est ça aussi la solidarité africaine, ce sont nos vertus que nous défendons. Mais est-ce qu'il ne serait pas... parce que je suis député maintenant que tu dois changer. Mais est-ce qu'il ne serait pas opportun que vous qui arrivez maintenant à l'Assemblée nationale, vous montrez la rupture avec l'ancien système? Parce que de par le passé, on a vu des députés qui ont passé tout le temps à montrer aux gens qu'ils ont de l'argent. Et quand ils repartent au niveau de la base, ils donnent régulièrement de l'argent. Si vous le faites, les gens vont penser indéfiniment que vous avez l'argent. Non, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais comme je dis, pour une thérapie, on ne peut pas s'arrêter comme ça. Il faut savoir que nous sommes dans une situation où nous-mêmes, à un moment donné, quand tu n'as plus rien, tu dis aux gens, je n'ai plus rien. C'est ça. Mais on le fait graduellement. De toute façon, nous n'avons même pas les moyens que les gens du CDP avaient à l'époque. Les députés de l'époque, ils étaient vraiment les enfants chéris de la République, si je peux le dire. Nous, on n'a pas ces moyens-là. Donc, on fait avec ce qu'on a. On fait ce qu'on peut. Mais je suis d'accord avec vous qu'il y a une communication qui manque pour que les gens sachent réellement quel est le rôle du député. Mais en attendant, le député, c'est le représentant du peuple. C'est lui qui est là, c'est lui qui les représente. Et quand les gens ont des problèmes, ils vont venir vers toi. Et je vais dire que ça va être difficile de changer cela si notre société, si les gens à la base n'ont pas les moyens. Mais il faut que vous, les politiciens, vous commencez à dire la vérité aux populations à la base. La politique... L'homme politique, celui qui est député ou ministre, son travail, ce n'est pas donner de l'argent aux gens, voilà. C'est de travailler pour le développement de la société. Voilà, je suis d'accord avec vous. C'est là que c'est là notre travail. Nous devons travailler de telle sorte que nos gens à la base puissent avoir de l'emploi, puissent avoir du travail et que la société puisse marcher. Tant que nous n'allons pas atteindre ça, tant que nous n'allons pas atteindre notre objectif de lever le seuil de la pauvreté, de faire sortir le maximum de personnes donc de la pauvreté, nous allons être toujours confrontés à ce problème-là. Nous devons faire de telle sorte que nous puissions avoir suffisamment d'emplois pour les jeunes. Qui est les pères de famille, les vieux de 60 ans, 50 ans qui sont là, ils puissent avoir en tout cas un créneau pour ne pas tomber dans le misérabilisme. Donc moi je pense qu'il y a un travail de fond qui doit être fait pour permettre à ce que le niveau de vie de la population puisse augmenter. Et une fois que nous aurons atteint cela, nous allons permettre à ce que graduellement nous puissions quitter dans cet engrenage qui ne dit pas son nom. Alors, parlons justement de ce qu'il faut faire pour sortir les populations burkinabées de cette misère. Ouais. Vous êtes député de la majorité au niveau de l'Assemblée. Le projet de loi des finances a été adopté. On a senti qu'il y a encore toujours cette crise entre les députés de la majorité et de l'opposition. Il y en a qui s'abstiennent, il y en a qui ne votent pas et tout ça. Et finalement, la loi est passée. Bon, moi, je voudrais dire que les députés de l'opposition gagneraient à aller vers une opposition républicaine.
Vous pensez qu'elle n'est pas républicaine? Je voudrais dire, vos collègues députés ne se comportent pas bien actuellement? Je voudrais dire, par exemple, pour la loi des finances, nous sommes dans un pays, nous sommes venus trouver cette loi des finances, une loi des finances rectificative. Nous sommes venus dans des conditions difficiles. Nous avons vu les difficultés qu'il y a dans la ville, qu'il y a partout. Tout le monde, les entrepreneurs, les pères de famille, tout le monde se plaint. On se dit, il faut quand même qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on fasse rentrer l'argent, il faut qu'on paye la dette intérieure. Et dans cette loi-là, on voulait payer, il y a des articles pour payer la dette intérieure. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un puisse être contre ça. C'est pour ça que j'ai dit, il y a des moments où on peut dire non, moi je ne suis pas d'accord, de façon objective. Mais si c'est s'opposer pour s'opposer comme ça ne sert pas. Il y a des gens qui sont en train de souffrir pendant qu'ils font de la politique à l'Assemblée. C'est pour ça que j'ai dit, il faut vraiment qu'on quitte vraiment dans ça, comme on l'a dit, et qu'on comprenne qu'on est en train de jouer avec les vies des gens. Donc la politique politicienne, pour vous, il faut l'abandonner? Il faut l'abandonner. Ça ne sert pas. La politique politicienne, ça va nous amener où? Nous sommes dans un pays, l'un des pays les plus pauvres au monde. Et les gens sont assis, ils font de la politique politicienne. Les gens ne vous ont pas mis là-bas pour aller vous amuser. Donc aujourd'hui, quand vous faites le point, au niveau de la loi des finances, vous êtes déçu du comportement des députés de l'opposition? Non, je ne dirais pas que je suis déçu. Je ne dirais pas que je suis déçu. Ils font la politique, ils font ce qu'ils ont à faire. Ils ont reçu des ordres, ils ont reçu des directives de la part donc, de l'establishment de leur parti. Ils font ce qu'ils ont à faire. Ils font de la politique. Ça c'est un problème. Mais je dis, pour cette loi-là, je pense quand même qu'il faut quand même qu'on se donne la main. Pas pour penser à nous, pas pour penser à notre parti ou à des calculs politiciens ou à des calculs pour gagner des élections ou machin. Il faut penser au peuple d'abord. Nous, on aurait pu se plaindre pour dire que bon, cette loi-là, elle a été votée par la transition, machin, patati patata. Mais non. Alors si on revient un peu sur les griefs qui sont formulés par les députés de l'opposition, ils pensent aujourd'hui que la loi des finances rectificatives ne prend pas en compte les préoccupations majeures de la population burkinabé. Comme quoi? Notamment les questions sociales. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le social est pris en compte. Quand vous avez une loi qui permet à ce qu'un enfant de 0 à 5 ans puisse être traité gratuitement, quand vous permettez à ce que nous puissions employer des jeunes, quand vous permettez à ce que nous puissions avoir de l'engrais pour les paysans qui vont rentrer en campagne, qui vont rentrer dans la campagne agricole, vous pouvez dire que ça, il n'y a pas de social dedans? Alors que nous savons que près de 80-90% de la population vit de l'agriculture. Non, moi je dis, il faut quand même être raisonnable. Le Burkina Faso, ce n'est pas un pays qui est riche comme Crésus. Nous connaissons les réalités du terrain. Donc moi je dis aux gens, il faut arrêter de faire la politique politicienne. Alors quand on regarde un peu la configuration de l'Assemblée actuellement, pour la loi des finances, il y a eu des bisbilles parce qu'on sait que l'opposition n'a pas voté, vous êtes finalement parvenu à faire passer la loi des finances. Mais est-ce que ça n'envisage pas, ça ne présage pas d'un avenir peut-être incertain pour ce Parlement où on aura toujours des blocs qui seront permanemment opposés sur les lois importantes de la République? Moi je pense qu'on va quand même élever les débats et qu'à un moment donné les gens vont comprendre que ce n'est pas... on ne s'oppose pas pour s'opposer. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer dans l'avenir. Je ne suis pas un charlatan. Je fais une observation sur ce qui s'est passé. Mais moi, j'ai un message à lancer. Je dis, il faut qu'on se donne la main pour quitter vraiment, pour qu'on permette au pays vraiment d'aller de l'avant. Et vous regardez dans tous les pays au monde. Dans la division, on ne va nulle part. Mais des fois, je dis aussi, il faut accepter faire violence sur soi-même pour permettre à ce qu'un certain nombre de choses puissent se passer. Et je dis aussi ça, c'est le problème aussi de l'Afrique et des pays africains de façon générale. Au niveau de l'Assemblée, on aurait pu aller au-delà quand même de ces appartenances politiques. Oui, en principe, ça devait être le cas. Mais je pense que c'est pour ça que je lance ce message-là. Nous sommes des jeunes, nous venons d'arriver là-bas et nous ne voulons pas que... C'est pas ça que nous voulons. Nous voulons qu'il faut dépassionner les débats à un moment donné pour vraiment aller vers les besoins essentiels de la population. Vous êtes des jeunes, vous l'avez si bien dit, vous êtes venus trouver des gens qui étaient à l'Assemblée depuis des années, qui ont été reconduits par leur parti politique. Est-ce que vous êtes un peu dessus quand même de leur comportement? Parce que vous dites, nous venons dans une Assemblée où les choses doivent changer, mais apparemment, dans les faits, c'est le statu quo pour certains. Bon, je pense que pour le moment, on a commencé, on a fait quelques 2 mois, et j'espère que les choses vont changer. Mais je ne dis pas que c'est catastrophique, ce n'est pas catastrophique, mais je dis, pour cette loi des finances-là, je pense qu'on aurait pu voter ensemble. Ça allait donner un signal fort pour les investisseurs. Parce que ce que je dis, dans un pays là, on ne peut pas développer le pays sur la base des emplois publics. C'est le privé qui est à la base du développement. C'est le privé qui permet à un pays d'aller de l'avant. C'est le privé qui crée de l'emploi.
c'est le privé qui est à la base de tout. Et je dis aussi, si un pays n'est pas capable d'attirer des investisseurs aussi, vous avez un problème. Parce que vous ne pouvez pas trouver suffisamment d'argent à l'interne pour pouvoir vous développer. Et je pense que l'Assemblée a un rôle primordial en ça. Nous devons nous donner un signal fort. Les gens pensent qu'en faisant ça, ils aident le MPP, mais non, ce n'est pas le MPP. Aujourd'hui, on aide le peuple. La population a tant souffert. On est passé par beaucoup de choses. Vous voyez, on est passé par une insurrection, par des coups d'État, par un attentat. Quand même, il faut permettre au peuple de souffler un peu. Je pense que le pays a besoin de ça. C'est ce plaidoyer-là qu'on est en train de faire. Pour dire aux gens, il faut quand même qu'on élève les débats, qu'on montre un peu d'union. Et si les investisseurs voient ça, si les gens de l'extérieur voient ça, ils disent, ah ouais, ça c'est un pays vraiment qui a besoin d'aller de l'avant. Et ça donne un signal fort. Après, bon, si vous allez maintenant pour les élections, chacun rentre dans son village, il propose ce qu'il a à faire, et puis bon, ça se joue sur le terrain. Monsieur Ouedraogo, ce qui est paradoxal dans la situation de cette Assemblée nationale, quand il s'est agi de partager les postes de responsabilité, il y avait une certaine unanimité. Alors, dès qu'on a fini de se partager, peut-être ce qu'on pourrait qualifier de gâteau au niveau de l'Assemblée, on retombe dans les querelles politiques. Ah, là, je vais vous surprendre. Parce que ça, c'est le MPP qui a décidé de leur donner ça. On avait la majorité. On pouvait décider de reprendre tout. Mais non, on a dit non, c'est pas comme ça. Mais on a parlé de consensus politique. Mais c'est un consensus, c'est parce que le MPP a voulu ça. On a vu des années antérieures comment ça s'est passé. Ah oui, c'est la toute première fois qu'on voit ça. Un parti qui a la majorité et qui accepte, parce que c'est par vote. On aurait pu ramasser tout. Mais le MPP a montré la voie à suivre. Et c'est ce qu'on aurait aimé voir des autres là. En faisant ça, on a dit, bon, nous, même si on a la majorité, on permet aux autres aussi d'avoir des postes de responsabilité, parce qu'un pays se gère en collégialité. Un pays ne se gère pas tout seul. Donc c'est pour ça qu'on a donné la main aux autres. Et quand c'est arrivé à leur tour donc de donner la main, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils ne nous ont pas donné la main. Vous voyez? Donc c'est pour ça que j'ai dit, il faut qu'on élève les débats. Il faut qu'on laisse nos politiques politiciennes là. Ça n'avance pas un pays. Ça n'avance pas le pays et le Burkina Faso. Si on continue comme ça, on va être toujours dans cette léthargie-là. Il faut qu'on se donne la main et tous les politiciens, ils ont ce rôle-là. Il y a 18 millions de Burkinabés qui nous regardent. Ils ont placé leur confiance en nous. Il faut vraiment qu'on montre que nous sommes vraiment à la hauteur de cette confiance-là. En faisant de telle sorte que toutes les lois que nous allons voter là, nous avons en tête le peuple suprême qui s'est insurgé. Alors parlons des garanties. Hein. Quelles sont les garanties que vous, députés, aujourd'hui vous donnez à la nation sur votre intégrité, sur l'éthique même que vous aurez dans le vote des lois? Moi, je pense que pour un député qui arrive à l'Assemblée, qui voit même les images de l'insurrection qu'on a mis à l'Assemblée, qui rentre là, en pensant à tout ce qui s'est passé, bon, je pense que c'est difficile de ne pas aller dans cette intégrité-là. Bon, moi, je parle en tant que député Bachir Ismaël Ouedraogo. Et j'espère que tout cela, et je pense que c'est dans cette logique-là qu'on a envoyé encore ces images-là, pour que les gens comprennent. Parce que c'est des députés qui se sont enfermés dans un hôtel pour aller voter une loi qui nous a amenés dans ça. Si le député avait refusé, pourquoi je vais aller voter une loi en me barricadant dans un hôtel? Moi, où je suis là, personne ne va m'enfermer dans un hôtel pour aller me faire voter une loi. Ça, jamais. Et la discipline de votre parti, si votre parti veut vous faire voter une loi, vous allez refuser si cette loi-là n'arrange pas la population. Moi, j'ai été envoyé à l'Assemblée là, par une population qui m'a voté. Moi, je suis là-bas pour représenter la population. C'est pour ça que j'ai dit, même si l'establishment de votre parti vous dit d'aller vers quelque chose que vous savez que c'est dans un trou, moi, je ne vais pas là-bas. Non. Parce que je suis venu pour représenter le peuple. C'est l'intérêt supérieur du peuple là que nous avons représenté. Et c'est pour ça que je dis, nous avons vu l'expérience. Des gens qui ont suivi comme ça le parti, les mots d'ordre du parti, qui ont même accepté d'aller se faire enfermer, de prendre les sous nuitamment dans un hôtel. Ils sont où? Ils sont où? Qu'est-ce que ça nous a amené? Ça a amené le pays dans un chaos, dans des problèmes inutiles, alors que ces gens-là auraient été intègres et corrects, qu'on aurait pu éviter ce problème. Alors parlons d'un autre aspect important, c'est notamment la question du développement même du pays. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut que les investisseurs fassent confiance au Burkina. Oui. Est-ce qu'au niveau de l'Assemblée, vous travaillez assez pour redonner confiance aux investisseurs, parce que tout le monde sait que le pays à lui seul ne saurait se développer tant qu'il n'y aura pas des aides étrangères qui nous seront données? Oui, je peux dire que la direction de l'Assemblée, avec à sa tête le président Salif Diallo, fait des efforts dans ce sens-là. Et au niveau du MPP et de la majorité, je puis vous dire que c'est des efforts qui sont faits tous les jours. Ils ont pour objectif en tout cas de sécuriser cela.
Et je vois des premiers responsables qui viennent là-bas, que ce soit du FMI, de la Banque mondiale, que ce soit des grands investisseurs qui viennent, qui passent à l'Assemblée pour échanger avec la présidence de l'Assemblée, pour qu'on puisse les rassurer de l'environnement même économique dans le pays, parce que ce sont les lois qui régissent un peu l'environnement économique. Qu'on ait un environnement qui permet à ce que la compétitivité puisse être là, qu'on permette à ce que les investisseurs, les capitaux étrangers puissent rentrer. Et moi, je peux vous garantir cela, que le président, avec son équipe, avec le MPP et la majorité, nous travaillons dans ce sens-là, jour et nuit, parce que nous sommes conscients. Et je vous dis la vérité, il y a d'autres qui sont en face qui veulent que nous échouons. Leur objectif tous les jours, c'est qu'on échoue, mais on ne va pas échouer. Voilà. Et je pense que c'est cela ils sont obnubilés, tellement obnubilés par le fait qu'ils veulent que les MPP échouent, que ça les envoie à voter des choses qui ne sont pas correctes. Mais allons sur les questions de développement, parce que souvent les politiciens entre vous, vous ne vous faites pas du tout du cadeau, mais vous le dites publiquement, vous divisez même la population à la base, mais quand vous vous retrouvez à l'Assemblée, vous souriez entre vous, vous partagez le vin entre vous, et puis c'est la population à la base qui en souffre. Non, moi je ne suis pas dans la division. Nous avons vu des pays qui sont dans la sous-région, qui sont allés dans ce sens, où est-ce que ça les a amenés? Pour ne citer que la Côte d'Ivoire. Ils sont allés là-bas, ils se sont divisés. Et qu'est-ce que ça a amené? La guerre. Évoluons, Ismaël Bachir Ouedraogo. Est-ce qu'il faut une reculturation démocratique aujourd'hui pour un pays comme le nôtre, qui a besoin de laisser tomber ses appartenances politiques pour voir plutôt l'intérêt supérieur de la nation? Je suis d'accord, parfaitement. Il faut ça. Il faut cette révolution-là. Et moi, je pense que je compte beaucoup sur la jeunesse pour ça. Okay? Si on a été capable de faire une révolution à main nue, si on a été capable d'affronter l'armée la plus redoutable de la sous-région à main nue, je pense que ce renouveau-là, nous pouvons le faire. Et je pense que ça a déjà commencé avec un président visionnaire à l'Assemblée. Et je suis sûr que ces anciens-là, et moi je pense aussi que la jeunesse aussi a à apprendre de ces anciens-là. Parce qu'il ne faut pas aussi arriver et puis croire que non. Il faut qu'ensemble nous puissions avoir une symbiose où les anciens, avec leur expérience, ils vont nous montrer un peu les pas et les chemins à suivre. Et la jeunesse aussi avec l'innovation et avec la cohésion que nous avons à notre sein là, que nous puissions ramener tout ça et voir l'intérêt supérieur de la nation. Et je pense que c'est dans cette logique-là qu'on va aller. Vous avez parlé des actions de la jeunesse, on va parler tout à l'heure des jeunes. Mais avant les jeunes, je voudrais vous entendre sur les 100 jours de Roch-Marc Christian Kaboré. Le débat, il est assez acharné au sein de l'opinion. Chacun dit ce qu'il pense. Mais sur un sondage qui vient d'être rendu public, la majorité des Burkinabés ne sont pas satisfaits aujourd'hui des actions du président. Quelle est votre réaction là-dessus? Oui, moi je vais vous dire, le président Roch-Marc Christian Kaboré est arrivé dans des conditions assez difficiles. C'est la toute première fois au Burkina Faso que nous avons une élection démocratique, où on a un président civil depuis Maurice Yamoyogo qui prend les rênes du pouvoir. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous sortons d'une insurrection terrible, avec des morts. Nous sortons d'un coup d'État, qualifié de, je ne sais pas, le plus bête, mais un coup d'État qui a fait des morts et qui a ramené le pays en arrière. Nous sortons, je termine, d'un attentat à un mois seulement de son investiture. Malgré cela, le président Roch-Marc Christian Kaboré a commencé à dérouler son programme. Qu'est-ce qu'il a fait en 100 jours? Il a permis la gratuité des soins pour les enfants de 0 à 5 ans. Pour 3 régions. Ça, il faut le préciser. Mais attendez, en 100 jours, on ne peut pas mettre ça comme ça sur tous les pays. Vous savez que pour appliquer une telle directive, il faut commencer petit à petit, de façon graduelle, pour corriger un peu avant d'aller sur le plan macro. Ça, il faut quand même, en 100 jours, on ne fait pas ça. Il faut être quand même réaliste. Et donc, il a commencé dans 100 régions et les signaux sont ouverts. On a une augmentation de près de 80% de la visite des parents dans les hôpitaux et dans les CMA. Ça, c'est un. Deuxièmement, pour l'emploi des jeunes, le président Roch-Marc Christian Kaboré a pris vraiment une décision courageuse pour dire, bon, pour les étudiants qui ont au moins la licence et qui sont là, qui traînent, qui n'ont pas d'emploi et qui sont dans des situations précaires, on leur permet d'aller dans l'enseignement et d'avoir au moins un salaire minimum de 100 000 francs par mois. Mais l'initiative ne marche pas. On a vu que le ministre de la Jeunesse a fait une conférence de presse pour dire clairement qu'il fallait reporter les échéances parce que les gens n'ont pas d'engouement autour de ce projet. Pas d'engouement parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller dans l'enseignement. On ne peut pas forcer quelqu'un aussi. Mais vous vous imaginez aujourd'hui, quelqu'un qui a sa licence, qui n'a pas un rond, et on te propose au moins 100 000 francs. On dit, bon, mais il faut aller peut-être à je ne sais pas moi, dans une région reculée pour enseigner. Tu peux décider de ne pas y aller. Mais moi, je pense que c'est une décision courageuse de permettre à ceux-là qui veulent, parce que tu ne peux pas obliger quelqu'un pour faire son bonheur. Mais au moins, ceux qui veulent là,
on leur donne 100 000 francs par mois pour pouvoir enseigner. Moi, je pense quand même qu'il faut quand même saluer cette initiative-là qui va permettre de résorber le chômage. Et on verra, quand ils vont faire les statistiques, ils verront combien de personnes se sont inscrits. Oui, mais le ministère de la Jeunesse a fait le point. Le ministère a Mais trouvé qu'il n'y avait pas d'engouement. Mais je suis d'accord Il a avec fallu vous. quand même revoir le système Mais parce je que suis d'accord avec vous. les jeunes s'attendent à mieux que ça parce Oui, qu'ils trouvent que 100 000 mais- francs, c'est dérisoire. Ensuite, il n'y a pas d'avenir dans cette Mais proposition 100 qui a 000 été faite. francs, 100 000 francs aujourd'hui, même si c'est dérisoire, c'est mieux que zéro. Moi, je connais des gens qui nourrissent des familles avec 30 000, 50 000 francs. Demandez aux vigiles qui sont devant les portes des gens là combien ils sont payés par mois. Mais ces gens-là, ils sont là, ils veillent pour votre sécurité, ils mettent même leur vie en danger pour moins que 100 000 francs. Ils nourrissent leur famille avec ça. Moi, je pense qu'il faut être raisonnable dans certaines choses. Le Burkina Faso, là, on n'a pas une caisse quelque part où il y a des milliards et des milliards là-bas et on ne veut pas donner ça aux gens. Je dis, il faut raison garder. Et je pense que ça, ça commence par quelque chose. Et nous avons fait l'université ici. Et nous avons eu des fonds à 100 000 francs pour toute une année. Mais on s'est débrouillé à l'université avec ça. Donc aujourd'hui, si moi je suis un étudiant et qu'au lieu d'avoir un fonds de 100 000 francs, j'ai la possibilité d'avoir 100 000 francs par mois. Moi je dis, il faut savoir qu'au niveau donc de l'emploi, celui qui veut être riche, hyper riche là, c'est l'auto-emploi, c'est quand tu as ton emploi toi-même. C'est ça qui va te permettre d'être hyper riche. Si tu veux être riche et puis tu veux travailler dans la fonction publique, tu t'es trompé. Alors, on a parlé notamment du recrutement des jeunes. Oui, je n'ai pas fini avec les 100 jours du président. Oui, et vous avez vu les travaux à haute intensité de main-d'œuvre qui ont été mis en place, à augmenter à 100 000 francs et à 100 000 personnes. Mais jusqu'à présent, techniquement, ça n'a pas encore véritablement commencé. On est à 100 jours. On est dans les perspectives. On est à 100 jours. Moi, je dis vraiment, il faut aussi comprendre quelque chose. Ça, c'est déjà tout ce que j'ai énuméré là. C'est signé, le financement est là, c'est prêt pour aller. Ce n'est pas comme si on est dans un projet où on a proposé quelque chose et puis après on va aller chercher de l'argent pour. Non. On a voté les lois, c'est déjà clair, l'argent est là, c'est prêt pour pouvoir démarrer. Mais je dis aussi que dans la réalisation, en 100 jours, on ne peut pas tout faire. Rome ne s'est pas construit en 100 jours. Et je pense que le président Roch-Marc Christian Kabore a été élu pour 5 ans. Mais si en 100 jours, il fait déjà des pas qui sont satisfaisants. Il y a des gens qui ont été présidents ici pendant des années. On a vu tous les présidents qui sont là. On peut reprendre encore les statistiques et puis on regarde. Il n'y a pas un seul qui a fait autant pour la population en 100 jours par rapport donc à son programme. Alors, on sait bien que vous appartenez au MPP, vous ne pouvez que dire du bien du président. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la population elle-même, elle est un peu indulgente envers le président? Je pense que la population a placé sa confiance au président Roch-Marc Kabore. Et je pense qu'aujourd'hui, la population a compris que le Burkina Faso vient de loin et que nous avons des efforts à faire. La population a compris que le président Roch-Marc Christian Kabore est avec le peuple. Il ne s'est pas enfermé à Kosiam. Il n'est pas dans sa bulle là-bas avec sa petite équipe. Ils savent que le président Roch-Marc Christian Kabore vit avec eux, qu'il comprend leur réalité et qu'il fait de son mieux avec ce qu'il a pour résoudre leurs problèmes. Voilà. Nous avons un peuple qui a conscience en ça, mais qui dit, oui, nous avons des problèmes, et il faut aussi quand même accélérer un certain nombre de choses. Donc pour vous, il faut être patient, il faut donner le temps aux autorités de bien dérouler leur programme. Je pense qu'ils l'ont déjà commencé. Il faut seulement accepter d'écouter ce qu'ils sont en train de faire et juste avoir la patience de regarder ce qu'ils ont déjà fait en 100 jours et de faire une étude comparative. Juste ça. Quand on regarde un peu les différents sondages qui ont été publiés, apparemment les résultats se recoupent, mais c'est pratiquement le même constat. Oui. Les gens trouvent qu'en 100 jours, les lignes n'ont pas véritablement bougé sur les questions de justice, par exemple. Sur les questions de justice. Il y a des dossiers pendants qui sont là, sur les questions de justice, vous allez accuser encore le président Roch-Marc Christian Kabore que c'est lui qui est là, qui bloque les dossiers. On ne l'accuse pas, on ne fait que des constats. Je parle uniquement des sondages, non, que l'on se comprenne là-dessus. Il faut aussi il ne faut pas vouloir une chose et son contraire. On a dit au président Roch-Marc Christian Kabore de rester à l'écart de la justice, de ne pas se mêler de la justice. Et c'est ce qu'il fait. On a permis à la justice d'être indépendante. Les magistrats font ce qu'ils veulent. Ils prennent leurs décisions en âme et conscience, selon les textes et selon la loi. Ils font le travail. Donc, si vous allez accuser les lenteurs au niveau de la justice, vous savez où est-ce que vous devez aller vous plaindre. Il ne faut pas aller encore taper sur le président Roch-Marc Christian Kabore. Parce qu'il a permis à la justice d'être indépendante et de faire son travail.
Moi, je pense que c'est ça aussi, la démocratie. Si vous voulez que la justice soit indépendante, bon, vous permettez aux juges là de prendre les décisions qu'ils veulent. Maintenant, nous, on n'est pas satisfait d'un certain nombre de choses et on se plaint, on dit à la justice, hey, vous là, ce que vous êtes en train de faire là, ça ne nous satisfait pas. Et là, on comprend. Ensemble, avec le président Roch-Marc Christian Kaboré, nous pouvons essayer de voir maintenant ce que nous pouvons faire. Mais commencer à dire que le président Roch n'a pas fait bouger les lignes, je dis, bon, vous lui faites un mauvais procès. Alors, on parle aujourd'hui un peu des différentes actions qui sont menées au niveau syndical. Vous avez remarqué qu'après le bilan des 100 jours, à tous les niveaux, il y a plusieurs syndicats qui ont commencé à donner de la voix. Oui. Est-ce que vous voyez un peu un pays plutôt mouvementé par des acteurs sociaux? Parce que ça commence à venir tout de même. Vous voyez, ça, c'est la particularité des pays francophones, le syndicalisme. Moi, j'ai eu la chance de faire un peu les pays anglophones. C'est radicalement différent. Et je pense qu'on gagnerait un peu à s'imprégner de comment ça se passe dans les pays anglo-saxons. Comment se fait-il que leur économie est dynamique, le syndicalisme est d'une manière est là, mais ils arrivent à se comprendre. Ce qui fait qu'on n'arrive pas donc à des difficultés qui font qu'il y a un blocus ou ainsi de suite. Ceci étant, pour répondre à votre question, vous voyez, la transition a voté un certain nombre de lois sans même prendre des précautions pour trouver de l'argent pour financer un certain nombre de choses. Votre loi de finances, c'est pour... Et on a essayé de rectifier ça. Comment vous pouvez comprendre que des gens ont accepté comme ça? Et ça, j'ai dit, quand j'ai vu ça, j'étais scandalisé. Mais quand on a la destinée d'un pays, là, il y a des choses qu'il faut faire quand même avec un peu de sérieux. Vous ne pouvez pas quand même signer des choses comme ça à la va t'asseoir sans même prendre vraiment le temps de voir comment on finance ça, où est-ce qu'on trouve l'argent pour financer. Ah, donc c'est ce que la transition a fait. Mais il y a eu plein de lois qu'ils ont fait comme ça. Donc les syndicats sont en droit à un moment donné de dire, ah, ça c'est signé, ah, vous nous avez promis ça. Puis l'État c'est une continuité. On ne peut pas venir et puis commencer à remettre en cause ce qui a été fait depuis longtemps. Mais ce que je dis aussi aux syndicats, c'est que bon, le pays est ce que vous connaissez, vous connaissez comment ça se passe. Les recettes là, tout le monde connaît ça, ce n'est pas extraordinaire. Et donc, il faut un peu quand même mettre un peu d'eau dans son vin. On va essayer de discuter parce qu'on est arrivé à trouver que les choses ont été signées. On va respecter. Et la preuve, c'est qu'on a voté la loi qui va permettre déjà de commencer à résolver cela. Et c'est petit à petit qu'on va trouver les solutions. Mais je dis, bon, il ne faut pas jeter l'enfant avec l'eau du bain parce que finalement, c'est le pays qui perd. À vous entendre, les syndicats doivent quand même mettre de l'eau dans leur vin. Ça veut dire qu'il faut quand même mener un syndicalisme plutôt modéré. C'est ce que vous souhaitez, vous qui avez fait peut-être des pays anglophones. Oui, je serai pour cela, pour un syndicalisme modéré. Il y a certains pays, leurs syndicalistes, là, quand ils font grève, ils produisent plus. C'est du syndicalisme. Où il y a des gens, quand ils font grève, là, le matin, ils viennent avec un bandeau rouge devant la tête. C'est du syndicalisme. Chez nous, ce sont des menaces. On menace d'aller en grève. Chez nous, on menace les gars. On menace même le président. On lui donne un ultimatum. Bon, vraiment, ça ne va pas. Moi, honnêtement, je pense qu'il faut qu'à un moment donné, nous tous là, on s'asseye et puis on se dit, nous tous, on aime le Burkina Faso. C'est un pays qui nous est cher. C'est notre seul pays. On n'a pas d'autre pays. On n'a qu'à se donner la main et puis on va développer le pays. Une seule personne ne peut pas développer le pays. Si nous laissons le président Roch-Marc Christian Kaboré tout seul à Kosiam, là, il ne pourra pas faire le travail. Il faut qu'on se donne la main. Et c'est pour cela que je dis, il faut qu'on ait notre façon de revendiquer là, doit quand même, d'une manière ou d'une autre là, être temporisée, que nous puissions commencer à discuter. C'est normal qu'un travailleur, il mérite son salaire. C'est normal. Les syndicats qui nous regardent certainement actuellement vont se dire, mais ce monsieur, lui, il est dans le beurre, il ne connaît pas nos difficultés parce qu'il a plus de 900 000 francs de salaire, il ne connaît pas les réalités des populations. Moi, je vais vous dire la vérité, il y a des responsables de syndicats qui ont des maisons à combien de millions? Ah, moi, oui, vous connaissez? Ils sont plus dans le beurre que moi. Si vous voulez, on se lève et puis vous prenez votre caméra, on va tourner faire des reportages, vous allez chez eux. Vous allez voir qui sont ceux qui sont dans le beurre. Moi, je ne suis pas dans le beurre, je suis réaliste. Je regarde le pays. Je dis, c'est un pays que moi j'aime. Je ne voudrais pas que le pays tombe dans le chaos. Point à la ligne. Maintenant, si quelqu'un vient pour faire des élucubrations, alhamdoulilah. Mais parlons justement de ce syndicalisme modéré, là, encore une fois de plus. Pour vous, est-ce qu'il faut un langage de vérité, comme le Premier ministre Paul Kabatieba l'a fait dès le début, parce qu'il avait rencontré les syndicats, il leur a dit, les caisses de l'État sont vides, il faut qu'on vous dise la vérité. C'est la réalité. Il faut qu'on se parle, sincèrement et honnêtement. Il ne faut pas que les gens viennent avec un agenda caché. Et puis on sait ça aussi. Il y a des gens qui sont assis là, tout ce qu'ils veulent là, c'est que ça caille.
Il y a des gens, leur objectif là, c'est que ça n'a qu'à chauffer. Mais vous avez vu un pays qui s'est développé dans sa caille, ça chauffe, ça est dans les tambouilles et machin. Non. Un pays se développe dans le calme, dans la droiture, dans l'organisation. Et c'est ce qu'on doit faire. Et c'est pour ça que je dis, tous ceux qui veulent rentrer dans ça, tous ceux qui ont des responsabilités là, ils doivent réfléchir à 2 fois avant de prendre certaines décisions. Alors parlons à présent donc de la question du civisme. Lors de son investiture, le président Kaboré a clairement dit que l'État devait s'assumer, les populations devaient comprendre qu'on ne doit plus accepter l'incivisme. Malheureusement, on a pu voir un peu les symboles de l'État qui ont été touchés récemment. Nagaré, c'est un cas. À Bobo, il y a également le directeur régional du Senou qui a été touché, dont le véhicule a été caillassé par des étudiants. Est-ce à dire aujourd'hui qu'il faut quand même sensibiliser les populations pour un retour définitif à l'intégrité? Ouais, je suis d'accord que l'incivisme, là, c'est un problème. Il faut que les gens comprennent que si on a, dans ces conditions-là, on est parti encore pour avoir des 1001 problèmes. Vous voyez, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé quand on voit des élèves qui vont s'attaquer à leurs enseignants, les pourchasser jusque dans leur cours, et puis mettre du feu jeté dans la fenêtre. Ça, c'est très grave. Des élèves qui sont en mesure de descendre le drapeau, là, déchirer ça, mettre du feu. Ça, c'est très grave. Non, il y a des cas emblématiques, il faut sévir. Ça, il n'y a rien à faire. Parce qu'on ne peut pas permettre ça, c'est la nation même qui est en danger. Mais il y a un problème de fond qu'il faut résoudre, parce que, en fait, l'incivisme, là, les gens regardaient ça depuis le haut jusqu'en bas. Il y a eu un moment où il y a des gars, des grands bonzes, qui faisaient des crimes terribles, mais qui tournaient ici. Personne ne les touchait. Alors, le petit gars qui est en bas, il s'est dit, mais attends, si le grand bonze là même là, il peut faire des trucs extraordinairement terribles, et qu'il n'est pas inquiété par la justice ou par quoi que ce soit, et moi je suis tout petit ici, et c'est à moi on veut machiner, il se rebelle, et il commence à faire et puis c'est de l'incivisme. On ne saurait expliquer. On ne saurait expliquer. C'est pour ça que je dis, mais c'est pour ça que je dis, il faut sévir. Ça c'est clair et net. Il faut sévir. Mais dans sévir, ce n'est pas sévir seulement qui va résoudre notre problème. Parce que quand il y a un véritable problème, si vous n'allez pas vers les racines pour déterrer ça, vous allez toujours résoudre le problème en haut comme ça, mais les racines là vont faire que ça va pousser. Donc c'est pour ça que je dis, il y a un problème aussi de fond qu'il faut régler. Ça c'est sur le long terme. Et donc on a besoin que la justice nous aide dans ce sens-là aussi. Il faut aussi, parce qu'à un moment donné, les gens n'avaient plus confiance en la justice. Ah, il faut le reconnaître. Alors, parlons de ce que vous pouvez faire en tant que député, parce que vous êtes de la majorité. Est-ce qu'il est temps pour les députés, par exemple la majorité, d'instruire ou d'inscrire du moins une loi qui va réprimer fortement l'incivisme, par exemple? Pourquoi pas? Ça peut être une alternative. Moi, je pense qu'il y a déjà suffisamment de lois qui répriment. Oui, mais on peut durcir la législation en la matière. Moi, je suis d'accord pour qu'on durcisse. Mais j'ai dit, on peut durcir. Mais est-ce qu'on va résoudre le problème? Parce que la violence amène la violence. Vous voyez, il y a des pays comme la Norvège, il y a des pays qui ont compris un certain nombre de choses. Si vous voyez un peu leur système carcéral et leur système judiciaire, ils vont plus vers l'éducation que la répression à proprement parler. Et ils réussissent. Et les taux de criminalité sont parmi les plus bas au monde. Et je pense qu'il faut qu'on puisse, à un moment donné, regarder vraiment où sont les fondements donc, du problème. Mais tout ça, ça demande une cohésion. Et c'est pour ça que je dis, ça commence par les représentants du peuple qui ont la possibilité de donner cet exemple-là. Voilà, on le dit partout. Si les dirigeants actuels donnent le bon exemple, il n'y a pas de raison qu'au niveau de la base, on ne suive pas le bon exemple. Mais c'est ça que je dis. Ça veut dire que si nous, en haut, là-bas, on se déchire comme les chiffonniers, le gars qui est en bas aussi, vous voulez revenir encore sur l'Assemblée nationale? Je ne reviens pas sur l'Assemblée nationale. On a l'impression que vous avez du mal à digérer. Vous avez du mal à... Vous avez du mal à digérer ce qui s'est passé avec la loi des finances, ça se sent en vous. Non, mais c'est de façon générale. Si nous sommes rentrés en politique, ce n'est pas pour faire comme ce qui s'est passé depuis les années et les années. Donc vous voulez apporter une éthique à la politique? Mais bien sûr, quand même. Si on sait que la politique rime avec la démagogie par excellence. Si tu fais la démagogie, l'année prochaine, tu viens devant des électeurs et puis ils vont te demander, ils vont te poser des questions. Parce que maintenant, ce n'est pas comme avant où tu pouvais venir bavarder et puis partir et puis tu fais comme tu veux. Maintenant, on a Internet. On a tout. Les gens ont des téléphones. Vous avez vu que même dans le plus petit village, les gens ont des téléphones. Ils enregistrent. Tu viens, tu fais des promesses. Bon, ils vont enregistrer ça. Tu reviens encore dans 5 ans. Mais ce sont ces mêmes enregistrements qui vont jouer devant toi. Donc, moi, je pense qu'il faut commencer à être raisonnable. Il y a des gens qui tournent dans les villages, qui flattent les gens,
qui vont faire signer, un député qui s'en va promettre 1001 choses. Ah, moi, là, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire... Tout en oubliant que c'est l'État qui fait ça. C'est pas son rôle. C'est pas pas son rôle, le député. pas son rôle. Alors parlons à présent de ces mouvements d'autodéfense. On a vu le ministre Simon Compaoré qui est descendu à la base pour rencontrer les populations. Ça ressemblait à un moment donné à une campagne électorale déguisée. Non. Parce que quand on voyait, il encensait les Korluego, il disait vive les Korluego qui soutenaient Rochma Christian Kabouré, entre autres. Je vais vous dire quelque chose. À l'Assemblée nationale, il y a eu des questions orales. C'est pratiquement les députés de l'opposition qui ont convoqué le ministre Simon Compaoré pour qu'il vienne s'expliquer sur les Korluego. Il est venu, ça a été retransmis en direct, vous étiez là. Vous avez vu que c'est les députés de l'opposition, la majorité, qui demandaient à ce qu'il s'explique sur l'histoire des Korluego. Moi, je pense que le ministre Simon Compaoré a été très clair. Il y a des gens qui sont à Ouaga ici, dans leurs chambres climatisées, qui ont des vigiles devant leurs portes et qui sont sécurisés, qui n'ont pas de problème. Pendant ce temps, il y a des villageois qui sont à 100 km du premier poste de police ou de gendarmerie. Vous voulez qu'ils fassent comment? Et ces gens-là sont attaqués nuitamment par des bandits, ou bien même il y a des coins même où, à partir de midi même, des fois même tu ne peux plus prendre la route. On a demandé à ce qu'ils rentrent tout de même dans la République parce que nous sommes dans un état de droit. L'état de droit a ses obligations et c'est bien sûr ses exigences. Absolument. Il faut y aller. Il faut ça. Je vais vous donner un exemple. Même aux États-Unis, vous avez encore le cas emblématique de Zimmerman qui a tué un jeune noir parce qu'il avait un hoodie. Mais c'est des groupes comme ça, d'autodéfense, qui sont aux États-Unis. Et dans le quartier, ils ont le droit. S'ils voient quelqu'un de bizarre, ils peuvent même le suivre. Ils peuvent aller appeler la police pour dire « Ah, il y a un gars bizarre qui est rentré dans le quartier. » Mais vous voyez, même au Mexique, même chose. Dans ces pays-là. Au Mexique, ça a échoué. Oui, je suis d'accord, au Mexique, ça a échoué. OK? Mais ça nous permet de prendre les exemples sur ces différents pays-là. Et puis nous, on fait le meilleur de ça. Ça veut dire qu'on ne réinvente pas la roue. Tout ce que vous imaginez, là, il y a quelqu'un qui a déjà essayé ça quelque part. Il faut prendre le temps de lire seulement. La documentation est là. Il y a la documentation, si vous voulez, pour les États-Unis, pour l'Angleterre, pour le Mexique. Vous prenez et puis vous regardez. Et simplement, vous pouvez faire le distinguo entre ce qui a été bien, ce qui a été moins bien. Et ces gens-là ont documenté les choses. Ils montrent donc pourquoi ça a échoué. Alors, nous sommes à quelques minutes de la fin de l'émission. Je voudrais qu'on parle à présent de la réconciliation nationale. C'était notre grand chantier. Le président a mis en place un haut conseil chargé de la réconciliation nationale. Faut-il aujourd'hui, selon vous, se pardonner et aller vers le développement du pays? Bon, moi, je suis d'accord qu'on ne peut pas construire un pays sans se pardonner. On ne peut pas aller de l'avant s'il n'y a pas la paix des cœurs. Moi, je pense que ça a été une sage décision que le président a eu à prendre en mettant en place ce conseil-là qui va permettre aux gens de se réconcilier entre eux. Vous savez, on sort d'une insurrection. C'est vrai que, bon, on se demande, bon, ok, mais il y a des gens qui ont été frustrés. Il y a des gens qui ont perdu leur bien. Il y a des gens qui en ont encore gros sur le cœur. Il faut permettre à ces gens-là d'apaiser leur cœur. Il faut permettre à tout le monde de se donner la main pour le bien du Burkina Faso. Bachir Ismaël Ouedraogo, on sait que vous avez fait vos études à Manchester, en Angleterre. Dites-nous, est-ce que vous pensez que le modèle anglais peut être dupliqué sur un pays comme le Burkina, en termes notamment de civisme, de bon comportement des citoyens? Oui, je pense qu'il ne faut pas... Ce n'est pas du copier-coller, mais il y a de très bonnes choses qui se font en Angleterre. Donnez-nous 3 bonnes choses. Donnez 3 bonnes choses. Qu'on peut éventuellement expérimenter au Burkina. Par rapport donc aux jeunes, l'emploi. Ça veut dire que tout jeune qui rentre à l'école en Angleterre, là, il veut créer son propre emploi. Il veut créer son propre emploi. Il ne veut même pas travailler avec l'État. Il dit, the state is the problem. C'est-à-dire que le problème là, c'est l'État. Donc il ne veut même pas avoir affaire à un État. C'est-à-dire qu'ils ont tellement la mentalité de l'auto-emploi et de l'entrepreneuriat que ça permet aux jeunes dès le bas âge déjà d'imaginer dans quel monde il va évoluer et comment il va faire pour créer son emploi. Deuxièmement, il y a la facilité d'avoir un emploi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de contraintes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux dire, je vais travailler avec vous pour une semaine. Au bout d'une semaine, on se règle les comptes et puis chacun... En Angleterre, même les gens on paye le salaire par semaine. La semaine prochaine, si tu ne veux plus travailler avec moi, tu circules et puis il y a quelqu'un d'autre qui vient prendre la place. La flexibilité dans le monde des affaires. Aujourd'hui, pour un oui, pour un non, on se trimballe au niveau de la justice et finalement même il y a plein de problèmes, c'est tout le monde qui perd. Et pour terminer, on va le dire, hein, dans tout État,
c'est le système même de gouvernance, où celui qui est au pouvoir se prépare déjà à être de l'opposition un jour. Et celui qui est dans l'opposition se prépare un jour à être au pouvoir. De telle façon que c'est civilisé. Ça veut dire qu'il y a les shadow cabinet. Ça veut dire que toi, aujourd'hui, en pensant, ah, moi je suis dans l'opposition, demain c'est moi qui vais être au pouvoir, tu réfléchis à 2 fois avant de faire une action sur ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Parce que demain aussi tu vas être là-bas et ces gars-là risquent de faire la même chose sur toi. Donc ce sont des exemples comme ça qui, moi, vraiment m'ont séduit. Et je pense qu'on gagnerait vraiment à apprendre donc des pays anglo-saxons et qui permettent donc d'avoir une économie florissante et qui emploie suffisamment de jeunes. Voilà qui est bien dit. En 30 secondes, dites-nous, est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir? Oui, je suis optimiste pour l'avenir. On a une population qui a 70% de jeunes. Il n'y a pas de raison de ne pas être optimiste. Les jeunes sont responsables de l'innovation. C'est eux qui sont responsables du développement. C'est eux qui font que le pays va de l'avant. Pour peu qu'ils prennent le temps de s'instruire, pour qu'ils prennent le temps donc de prendre un peu d'expérience avec les anciens, le Burkina Faso va aller de l'avant. Et on sait que le Burkina Faso, c'est un peuple travailleur, donc il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas. Il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas. C'est sur ces mots qu'on va mettre fin à l'émission. Merci à vous. Merci d'avoir accepté l'invitation de Burkina Info. Très bonne suite de programme à tous et à toutes. On espère que vous avez retenu beaucoup de cette émission et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.